Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast dans lequel je vais vous faire l'avis lecture complet du livre Les attaques de panique de Isabelle Géninet et Amélie Seida qui sont deux psychologues et c'est aux éditions Midi 30. Je vous mets le lien en barre d'infos, c'est pas sponsorisé, c'est juste quelque chose qui m'a énormément aidé. Je vous en ai parlé dans mon haul et dans mon bilan lecture du mois de mars. Mais je pense que quand je serai prête, du moins, je vous ferai un épisode de podcast spécifique sur les crises d'anxiété, sur comment ça s'est passé, la chronologie, comment j'ai fait pour vaincre, entre guillemets, même si je pense pas vaincre les crises d'anxiété, mais au moins mieux me débrouiller avec ça, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Aujourd'hui, je voulais vous faire un avis lecture parce que ce livre, il m'a beaucoup aidé dans la gestion de mes attaques de panique, mes crises d'anxiété, mes troubles paniques. En fait, troubles paniques, c'est quand t'as peur de sortir de chez toi, typiquement, et que l'anxiété est tellement forte que t'as peur de tomber dans les pommes, t'as peur de crever, etc., etc. Donc je vous lis d'abord le résumé. Les attaques de panique, que faire pour déjouer les montées d'anxiété ? Palpitations, souffle court, vertige, douleurs thoraciques, les attaques de panique sont foudroyantes, imprévisibles, et avouons-le, elles peuvent faire peur, très peur. Heureusement, il existe des moyens de faire face à ces montées d'anxiété envahissantes. S'adressant aux jeunes de 16 ans et plus et aux personnes qui les accompagnent, bon, moi j'ai 16 ans et plus, oui, mais j'ai pas 16 ans, clairement pas. J'ai 15 ans, ouais, ok. Bon, on va pas dire combien d'années j'ai de plus, non, j'ai 14 ans de plus. Ce livre démystifie les attaques de panique et présente une foule de stratégies thérapeutiques efficaces pour apprivoiser la peur et les sensations physiques d'anxiété. Les lecteurs pourront également affiner leur compréhension des facteurs qui aident à prévenir les attaques de panique au quotidien. Voici donc un guide au ton sympathique et empreint de bienveillance, conçu et réfléchi par deux psys soucieuses d'aider les jeunes aux prises avec des attaques de panique à retrouver leur légèreté et leur liberté, un pas à la fois. Bon, ce sont des Québécoises, donc il y a quelques expressions qui sont assez drôles, enfin en tout cas pour nous Français, enfin francophones de France quoi. Donc voilà, c'était assez drôle comme ça. Donc pour la table des matières, section 1, démystifier les attaques de panique, chapitre 1, stress, anxiété ou attaques de panique. Pourquoi ça m'arrive, démystifier la panique pour en avoir moins peur. Donc ça, c'est les 3 chapitres. Section numéro 2, que faire pour déjouer les attaques de panique. Chapitre 4, j'ai une attaque de panique, que faire. Le 5, j'apprivoise ma peur un petit pas à la fois. Section numéro 3, comment maintenir mes acquis. Chapitre 6, gérer mon stress au quotidien. Chapitre 7, comment mes proches peuvent-ils m'aider. Et à la fin, il y a des sections pour les proches, bibliographie, bon, le mot de la fin des deux autrices, et liste des ressources web. Voilà, pour creuser tout ça. Donc, l'introduction, moi, je vais vous lire ce que j'ai surligné et mon avis là-dessus, en fait. Et là, il y a la petite phrase au début du bouquin, je sais plus comment ça s'appelle, non, c'est pas un paragraphe, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Nous dédions ce guide à tous les jeunes qui cohabitent courageusement avec des montées d'anxiété ou qui choisissent jour après jour d'avancer avec la peur. Bon, choisissent, c'est vrai que quand on fait une crise d'anxiété, on se dit mais je choisis pas, en fait, je subis. Donc l'anxiété, les doutes et l'anticipation s'installent. Parce que clairement, quand t'as des questions qui vont pas, quand t'as des choses qui te stressent, etc., mais il faut respecter son rythme. Moi, c'est vrai que les crises d'anxiété, ça m'est arrivé sans prévenir. Je savais pas du tout ce que c'était, j'ai commencé par avoir des vertiges. Voilà, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, comme un chien dans un jeu de quilles. Ça m'est tombé dessus comme la foudre, je m'y attendais pas du tout, c'était inconscient. Parce que à l'heure à laquelle j'ai commencé les crises d'anxiété, donc début février, enfin j'ai fait des vertiges d'abord, donc peut-être que c'était des vertiges de Ménière, simplement. Mais vers la 3e semaine, 4e semaine de février, j'ai commencé, oui, véritablement à faire des crises d'anxiété, mais assez fortes. Je pensais que je faisais une crise cardiaque, clairement, que j'avais un problème au poumon ou alors au cœur. Et en prenant mes constantes, j'ai vu que c'était normal. Mais je suis pas encore prête à en parler, en fait. Rien que le fait d'en reparler, je suis essoufflée, donc je vais peut-être pas en parler tout de suite. Je pense que je suis pas prête. Mais c'était inconscient. Je pensais être plus forte, et au final, pas du tout. Et mon inconscient m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas aussi forte que ce que je pensais. Donc, section 1, chapitre 1. Donc, le mot stress fait partie de notre vocabulaire quotidien. Mais le stress n'est pas une émotion. C'est une réaction physiologique naturelle et normale en fonction d'une situation perçue comme dangereuse ou menaçante. Le stress, c'est comme une alarme incendie, en fait. C'est notre système nerveux qui se déclenche automatiquement lorsqu'il détecte une menace. Et des menaces, on peut en être une pour nous-mêmes.
Voilà. Notre système d'alarme interne assure notre protection et notre survie. Donc considérer le stress comme un ennemi, c'est pas forcément vrai, parce que à un moment donné, quand t'as un ours qui te fonce dessus, ton système d'alarme va se mettre en route, donc ça va te protéger, ça va te permettre de survivre, parce que tu vas être stressé, tu vas courir, enfin voilà, des réactions typiquement humaines, quoi. Des situations de survie, clairement. Le stress, c'est ce qui se passe dans notre corps, donc c'est très utile. C'est très utile. Le stress, par contre, c'est quand on a un contrôle faible. Et je me permets de rajouter que quand on est stressé, on a l'impression d'avoir un contrôle faible sur notre stress. Donc en fait, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Avoir peu ou pas de contrôle sur une situation, ça va déclencher notre stress. Mais notre stress se déclenche quand on a un contrôle faible, et à cause du stress, on aura un contrôle faible. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Pour moi, c'est dans les deux sens. Le stress, ça se déclenche face à l'imprévisibilité. Faire face à un événement inattendu ou imprévisible. Le stress se déclenche face à quelque chose de nouveau. Et le stress se déclenche aussi quand notre ego se sent menacé. Nos compétences sont mises en doute. Voilà. Donc, je suis d'accord. Et en même temps, ça, c'est la cause du stress, mais pour moi, c'est aussi la conséquence. Parce que quand on est stressé, notre ego se sent encore plus menacé. Enfin, pour moi, ça va dans les deux sens, en fait. Et quand je suis stressée, moi, je suis encore plus imprévisible que quand je suis pas stressée. Enfin, voilà. Bref. Je trouve que ça va dans les deux sens. C'est une cause et une conséquence. Maintenant, quelle est la différence entre stress et anxiété ? L'anxiété est une émotion qui découle de notre façon de voir les choses. Ainsi, le stress se passe dans notre corps. L'anxiété, c'est dans notre tête. C'est notre façon d'interpréter les situations. Et cette interprétation exerce une influence directe sur notre ressenti émotionnel. Donc il y a plusieurs pensées pièges qu'elles décrivent. C'est une tendance à surestimer le risque qu'un événement négatif se produise, une tendance à surestimer les conséquences qui découleront du fait que cet événement négatif peut se produire, et une tendance à sous-estimer nos propres capacités d'adaptation. Ça, ce sont des pensées pièges qui nous font couler encore plus dans l'anxiété, en fait. Donc après, j'avoue que quand j'étais en crise d'anxiété, je voyais pas trop ça. Les autrices ont dessiné une courbe sur l'effet positif et aidant de l'anxiété sur la performance. Parce que plus l'anxiété est grande, plus on va être efficace, en fait. Enfin, plus on va être efficace. Il faut que ce soit équilibré. Jusqu'à un certain seuil, c'est ce qu'ils disent aussi. Il y a une zone que l'on pourrait qualifier de zone optimale qui permet d'établir une comparaison et un lien entre anxiété et performance. Je vais pas m'étendre dessus parce que je vous avoue que pour l'instant, ce genre de situation, je l'ai pas vécu. Donc voilà. Nous avons tendance à prêter une attention sélective aux moments difficiles et inconfortables. Ce sont souvent eux qui attirent notre attention. Or, ces états sont transitoires et temporaires, ils ne durent pas indéfiniment. D'abord, il y a une question de fréquence. Tes symptômes d'anxiété sont-ils présents de temps en temps ou très souvent ? Tes symptômes surviennent-ils dans les contextes ponctuels et délimités dans le temps, ou semblent-ils se présenter de manière généralisée dans différentes sphères de ta vie ? Ça, c'est pour essayer de déterminer à quel moment l'anxiété peut arriver. Peut devenir problématique, clairement, c'est ce qu'elles disent aussi, les filles, dans ce bouquin-là. Et ça permet de savoir à quel moment l'anxiété devient problématique, donc devient le moment où on doit se faire aider, en fait, où on doit vraiment agir là-dessus. Ta réaction te semble-t-elle excessive par rapport au contexte ? En d'autres mots, est-ce que tu t'inquiètes même quand les choses vont malgré tout assez bien ? Ça, voilà. C'est sûr que ça peut être assez problématique. Quant à l'intensité de tes symptômes, t'apparaît-elle modérée ou légère ? As-tu l'impression de vivre un véritable tsunami intérieur ? Si c'est le cas, parviens-tu à t'apaiser ? À l'inverse, as-tu l'impression que tu n'exerces aucun contrôle sur tes sensations et que c'est plutôt l'anxiété qui prend les commandes ? Ton anxiété monte-t-elle jusqu'à se transformer en attaque de panique ? Maintenant, qu'est-ce qu'une attaque de panique ? Une attaque de panique est une montée d'anxiété qui apparaît de façon soudaine et brutale et qui est délimitée dans le temps. Alors, maintenant je vais vous dire les symptômes. Si vous avez au moins 4 de tous les symptômes que je vais vous dire, vous faites une attaque d'anxiété, une crise d'anxiété, une attaque de panique. Palpitation, accélération des battements cardiaques. Symptôme numéro 2, il n'y a pas de hiérarchie.
Sensation de souffle court, respiration rapide ou saccadée, hyperventilation, impression d'étouffer. 3. Douleur ou pression thoracique. 4. Tremblement. 5. Sensation d'étourdissement. 6. Chaleur ou frisson. 7. Maux de cœur, nausée. 8. Engourdissement ou picotement dans les mains ou les pieds. 9. Secousse musculaire. 10. Pleurs ou envie de pleurer. 11. Sensation d'irréalité comme si tu t'observais de l'extérieur. 12. Vertige, instabilité, impression d'être sur le point de tomber dans les pommes. Alors, concrètement, que je vous dise un petit peu, sur ces 12 symptômes, j'avais les 12. Voilà. On va pas se mentir, j'avais les 12. Donc, ces sensations, donc ces symptômes-là peuvent être accompagnés de la peur de perdre le contrôle, de s'évanouir ou de mourir, en fait. Même si s'évanouir, ça faisait partie des symptômes. Elles surviennent dans un contexte propice, donc elles surviennent, les attaques de panique surviennent dans un contexte propice, mais dans ces moments-là, ce qui est plutôt rassurant, ce qui est plutôt logique, c'est que tu es en mesure de trouver une explication à tes sensations physiques. Mais les attaques sont imprévisibles et inattendues, et quand tu te mets à stresser aussi sur... tu appréhendes, la peur d'avoir peur, ça s'appelle un trouble panique. Parce que c'est récurrent, parce que c'est violent, parce que t'as l'impression que ça te bouffe ta vie, en fait. Moi, pendant 3 semaines après les vertiges, où j'avais que des vertiges, j'avais l'impression que j'étais en train de mourir, en fait. Et que c'était la fin de ma vie, et que je n'avais plus aucun contrôle, et que je ne profitais plus de ma vie. Ça s'appelle un trouble panique, parce qu'on se met à craindre ce qui se passe à l'intérieur de nous. On appréhende nos sensations physiques, que l'on perçoit comme dangereuses. S'installe alors une hypervigilance à la moindre sensation physique, ce qui ne fait qu'activer notre système d'alarme interne. On peut même avoir des paniques nocturnes, donc du mal à s'endormir, ou du mal à se rendormir, enfin du mal à s'endormir ou à se rendormir parce que tu te réveilles la nuit, t'as peur quoi. Alors, avec ces troubles paniques, et c'est ce qui fait qu'on peut qualifier ces crises d'anxiété de troubles paniques, donc ça c'est le niveau au-dessus, c'est un développement d'agoraphobie. On se met à éviter certains lieux et certains endroits par peur de ne pas s'y sentir bien. Moi, j'avais déjà de l'agoraphobie avant, mais mes crises d'anxiété ont accentué cette agoraphobie. Les moyens de transport, les endroits restreints, les grands espaces découverts, les files d'attente, la foule. Certaines situations peuvent aussi être difficiles. Se retrouver seul à l'extérieur de la maison ou en voyage, loin de la maison. Aller dans un lieu nouveau, dans lequel tu n'as pas de point de repère. En plus d'éviter des lieux, on peut éviter des activités faisant partie de notre quotidien, car elles suscitent des sensations physiques semblables à celles de la panique. Faire du sport, boire du café, prendre place dans une voiture surchauffée, sauna, bain à vapeur, film d'action ou film d'horreur. Se fâcher ou participer à une discussion animée, porter un col roulé ou un foulard serré autour du cou. Notons ici, alors ça c'est une précision qui est faite, la peur redoutée n'est pas liée à la situation, mais aux sensations que cette situation pourrait provoquer dans notre corps. Et ça m'est arrivé aussi parce qu'il y a une semaine où j'ai loupé mon cours de tai chi parce que j'avais peur de sortir de la maison. J'avais peur de m'évanouir, j'avais peur d'avoir la tête qui tourne. Mais cette peur-là, elle est très courante. Mais elle n'est pas rationnelle, enfin pas toujours. Lorsque la panique s'empare de notre corps et de notre tête, elle peut nous pousser à adopter toutes sortes de comportements. Essayer en vain de se distraire, chercher à se faire rassurer, demander à quelqu'un de nous accompagner, transporter des objets apaisants. Alors le fait de transporter des objets apaisants, je le fais comme étant un TOC en fait, mais ça c'est propre à mon autisme que je suis en train de me faire diagnostiquer parce que quand j'avais 8 ans, j'ai été diagnostiquée HPI et en fait j'aurais dû me faire diagnostiquer autiste aussi parce que je me rends compte de plein de trucs, de questions qu'on m'a posées sur quand j'étais enfant et en fait quand je me rends compte que mes réponses sont toujours oui, je me dis waouh, c'est chaud quand même, c'est vraiment chaud. Mais bon, vous n'êtes pas anormaux pour autant, il n'y a pas de problème. Hein. Donc pourquoi ça m'arrive ? Chapitre 2. Il y a l'hérédité qui peut jouer, il y a le tempérament qui peut jouer. Et les personnes qui souffrent d'anxiété sont souvent des personnes plus à l'écoute de leurs sensations physiques. Ah mais ça c'est sûr. Ça dépend de tes perceptions, de tes croyances, de tes attitudes qui te rendent plus susceptible de développer des problèmes d'anxiété. Les croyances aussi. Une hypervigilance à tes symptômes physiques qui te conduit donc à éviter certaines situations stressantes. Mais comme une vieille maison, notre corps peut tout à fait faire du bruit sans qu'il y ait de danger pour notre santé. Donc ça, tu peux faire de
Oh punaise, tu peux faire de l'hyperventilation sans pour autant être en train de crever, tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà. Après, il y a des exercices très intéressants dans ce bouquin qui permettent de dire, bah pour moi, l'anxiété, c'est... Et puis tu réponds à des questions, tu fais des tests, etc. Il y a des facteurs environnementaux, la famille, l'école, les relations sociales, toutes les situations difficiles et aux imprévus qui peuvent survenir dans nos vies. En fait, le stress, c'est ça. C'est la réponse à toutes ces situations difficiles, donc l'anxiété, parce que nous, on est un niveau au-dessus, les gars, quand même, hein, et aux imprévus qui peuvent survenir dans vos vies. Toutes ces situations peuvent déclencher l'apparition de la première attaque de panique. Mais certains éléments peuvent nourrir notre peur et faire perdurer nos difficultés dans le temps. Ce sont des réactions pièges, en fait. Les réactions pièges, c'est... Je vous en ai cité quelques-unes. Ce qui alimente notre peur, on veut prendre des décisions, et on prend des décisions, du coup, en fonction de ce que nous souhaitons. Enfin, on prend des décisions. Comment dire ça comme ça? Non. Ah, comment dire? Parce que là, la phrase, elle est dite dans un sens où... au final, on se retrouve à prendre des décisions qui sont guidées par l'anxiété, plutôt que par nos choix intérieurs et ce que nous souhaitons réellement. Donc, au lieu de faire ça, il faudrait... Parce que là, les psys, elles disent tu veux prendre tes décisions en fonction de ce que tu souhaites réellement, plutôt que de laisser l'anxiété guider tes choix. Bah oui, mais quand t'es en crise d'anxiété, tu veux pas prendre des décisions en fonction de ce que tu veux réellement. Tu veux prendre des décisions en fonction de ton confort, en fonction de la zone dans laquelle tu te sentiras bien, dans laquelle tu te sentiras pas crevé, en fait, tu vois. Donc l'arrivée de ces sensations physiques de panique, c'est une réaction automatique de notre système nerveux. Donc ça peut se déclencher à notre insu, et en quelques secondes. Donc ça fait encore plus peur, parce que moi c'est ce qui s'est passé, et j'y pensais absolument pas. Mais le pire, c'est que quand tu commences à être essoufflé, bah tu fais attention qu'à ça en fait. T'essayes de te changer les idées, mais t'y arrives pas. Notre corps est une machine complexe et c'est lui qui prend les commandes. On ne peut pas contrôler les réactions de notre corps. Mais il est toutefois possible d'avoir du contrôle sur la façon dont on va réagir au stress et aux réactions physiques en fait. Voilà. Les sensations... L'anxiété, c'est perturbant, c'est traumatisant, c'est imprévisible et c'est surtout un inconfort très intense. Et ça, c'est sûr que on a l'impression que on va mourir quoi. Les sensations physiques qui font peur, c'est les palpitations, l'essoufflement, l'étouffement, la pression, la douleur à la poitrine, les spasmes musculaires, frissonner, chaud, étourdissement, instable, tête qui tourne, extrémité engourdie, avoir la nausée, t'as envie de vomir. Avoir un sentiment d'irréalité, tout ça, c'est... Après, les deux psys, là, nous conseillent de noter quels sont parmi les 12 symptômes, quels sont les 3 pires, en fait. Voilà, je vais faire une crise cardiaque, je vais mourir, tout ça, enfin, notez-le. Moi, c'est ce que j'ai fait, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Les sensations physiques de panique sont désagréables, mais elles ne sont pas dangereuses. Et c'est important... de modifier la façon dont on se parle à nous-mêmes, les mots que nous employons dans de telles circonstances, parce que ça aura un effet direct sur la durée et l'intensité de notre inconfort. Il faut être extrêmement bienveillant envers nous-mêmes. Et ce qui m'est arrivé à ce moment-là, c'est que plus je m'éloignais de ma maison, plus ma peur prenait de l'ampleur. En fait, j'allais même plus aller chercher des bouquins à pied, je pouvais pas faire ça. Enfin, ça a duré 3 semaines, ça va, tu me diras, mais parfois, après, j'ai fait de l'anxiété sociale, par peur de croiser des gens indésirables, voilà. Donc cette peur-là de pas être bien loin de chez nous peut nous mener à quitter subitement un lieu, dès qu'on sent que les symptômes d'anxiété commencent à arriver. Et l'évitement peut donner l'impression d'avoir échappé à un danger mais punaise, l'évitement peut nous donner l'impression d'avoir échappé à un danger potentiel. Moi, quand j'ai loupé une séance de tai chi, je me suis dit, j'y vais pas parce que je suis stressée, parce que je suis pas bien, parce que j'avais la tête qui tourne la semaine avant les vacances, donc ça sert à rien de revivre la même chose et de passer ma séance assise sur une chaise à cause d'un vertige. Et je me suis dit, voilà, comme j'y suis pas allée, j'ai évité, je me suis rassurée, je me suis justifiée en me disant, j'ai évité le fait d'avoir le vertige en cours. Peut-être, mais peut-être pas. Voilà. Après, l'utilisation des petites sécurités. Alors là, je suis pas d'accord avec elle, parce que il n'y a aucun problème à transporter des petites sécurités, comme des médicaments, ou comme des objets, comme des fidget toys, des peluches. Enfin, pour moi, il n'y a aucun problème, en fait. Empruntez toujours le même trajet, parce que t'es stressé rien qu'à l'idée d'en prendre un autre. Mais il n'y a pas de problème, en fait.
On a l'impression que ces petites sécurités vont nous aider à court-circuiter la panique si elle se présente. Mais oui, mais ça peut nous aider en fait. Après, elles expliquent ça en disant le fait d'emporter des petites sécurités, c'est par peur de ne pas être capable de gérer une situation par soi-même sans la présence de ces objets. Bah c'est vrai, mais si t'en as besoin et si ça t'aide justement à être capable par toi-même, moi je vais vous dire très honnêtement, y a plein de semaines pendant lesquelles j'ai dormi avec une montre qui calculait mes constantes pour être sûre que j'étais pas en train de crever. Voilà, pour me dire quelle est ma durée de sommeil, mon sommeil léger, sommeil profond, etc. J'étais pas capable. Et en fait, un jour, je suis allée au lit sans ma montre, je m'en suis pas rendu compte, et je m'en suis rendu compte le lendemain matin au réveil. Mais c'est ça qui doit arriver. Mais le fait de vous forcer de pas emmener ces objets avec vous, parce que non, je suis capable d'y arriver toute seule, si ça vous aide, honnêtement, n'hésitez pas. Hein. Avec le temps, on a l'impression que ces petites sécurités sont indispensables à la gestion de notre anxiété. Mais oui, mais si c'est le cas, pour moi, il n'y a pas de souci en fait. Mais bon, ça dépend de chacun. Maintenant, là, on va parler de... Donc le chapitre 3, c'est plus démystifier la panique pour en avoir moins peur. Donc ça, c'est l'explication du système nerveux. Il y a... Donc, notre système nerveux, on l'appelle... Enfin, de ce que je comprends, hein, je suis pas médecin. On l'appelle le système nerveux... Enfin, le système nerveux qui est impliqué dans les attaques de panique est le système nerveux autonome. Et il est divisé en deux parties, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, c'est comme un prof de sport. Donc ça motive les troupes, ça te met en action. C'est toutes les activités qui demandent une énergie physique ou intellectuelle. Voilà. Ça va demander à ton système nerveux sympathique de jouer, quoi. Voilà. Alors que le système nerveux parasympathique, c'est le prof de yoga qui va te détendre. Donc le système nerveux sympathique, c'est allez bouge, go girl, move your body. Alors que le système nerveux parasympathique, c'est le yoga, c'est le tai chi, c'est le qigong, etc., qui va permettre de te détendre. Mais ces deux systèmes nerveux-là, ces deux profs en fait, travaillent toujours à tour de rôle. Ainsi, l'anxiété ne pourra jamais atteindre des niveaux dangereux et dommageables pour ton corps, parce que quand le système nerveux sympathique qui va créer l'anxiété va s'arrêter de travailler, pof, t'as le système nerveux parasympathique qui va prendre le relais. Voilà, c'est comme ça qu'on est fichus, nous les humains. Mais c'est... Quand on redoute ces sensations physiques, ces conséquences sur notre corps, etc., bien que le fait que tu te dises « ça vient de mon système nerveux sympathique », t'as quand même des trucs qui te traversent l'esprit. Je vais mourir, je vais faire une crise cardiaque, manquer d'air, étouffer, m'évanouir, perdre le contrôle, je vais devenir folle. Alors que nous ne sommes pas en danger, c'est notre système nerveux. C'est notre système nerveux. Et même si je me le répète, j'arrive pas à m'en convaincre. Hein. Alors, quand vous vous dites « je fais une crise cardiaque », alors quand on a des palpitations, c'est pas un symptôme de crise cardiaque. Après, moi, je suis mal placée pour vous dire c'est pas un symptôme, parce que j'ai le syndrome de Tietz, donc j'ai une malformation des cartilages au thorax, qui fait que j'ai des douleurs récurrentes, en fait. Et c'est par crise, du coup. Et du coup, dans ces moments-là, moi, je sais que c'est pas une crise cardiaque parce que je me palpe le thorax, je me palpe les côtes, et comme j'ai mal à la palpation, je sais que c'est pas cardiaque. Alors par contre, je suis désolée les amis, il y a des bruits dehors dans la rue, c'est parce qu'il y a des travaux. Il n'y a jamais de travaux chez moi, et là, il y a des travaux pendant peut-être 1 à 2 semaines, je sais pas exactement, du coup, ça fait pas mal de bruit, donc je suis désolée. Quand on a l'impression de manquer d'air, c'est les muscles du cou qui se rétractent. Et en fait, on a trop d'air pour les besoins de la situation. C'est pour ça qu'on appelle ça hyperventiler. Parce que tu vas avoir l'impression de devoir ouvrir la bouche en grand pour prendre une respiration. Alors qu'en fait, non. C'est tes muscles de la gorge qui se contractent. Et quand tu as l'impression que tu vas t'évanouir, c'est parce que du coup, tu hyperventiles. Et l'hyperventilation, c'est le fait de respirer plus vite et plus fort. Ça apporte un apport... Enfin, ça entraîne un apport trop grand d'oxygène. Et du coup, t'es étourdi, t'es pas bien, etc. Bon, je vais perdre le contrôle, je vais devenir folle. J'ai jamais eu peur de devenir folle. Je vais mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Clairement pas. Après, si t'as besoin d'aller voir un médecin, vas-y, hein, franchement... Enfin, clairement. Après, quand tu te dis, je vais m'évanouir, je me sens faible, j'ai la tête qui tourne, faut juste que t'acceptes ces symptômes physiques, que tu te dises, je me sens étourdi, car je respire plus vite. Si je ralentis ma respiration, ça va aller.
je ne vais pas perdre connaissance. Parce qu'en général, les pertes de connaissance, c'est quand tu fais un malaise vagal ou une chute de tension ou des trucs comme ça. Ça se trouve, c'est la même chose, mais bon, c'est pas grave. Je vous cite tout ce que j'ai déjà entendu. Votre cœur est solide, car il est oxygéné. Enfin, en fait, je vous dis ça, mais moi, j'ai un tensiomètre à la maison, donc qui me permet de prendre ma tension. J'ai un oxymètre à la maison qui permet de mesurer mon oxygène et qui permet de mesurer mes battements cardiaques. Donc, si vous êtes très stressé, achetez-vous ça. Ça coûte 40 € l'oxymètre et 40 € le tensiomètre. Ouais, c'est un petit peu cher, mais après, vous en avez sur Internet pour moins cher. Mais prenez quand même des marques qui sont recommandées par le corps médical. Et puis après, j'ai une montre qui me permet de calculer mes battements cardiaques, mon stress, etc., mon sommeil, ma respiration, enfin tout. Et cette montre-là, c'est une Xiaomi et elle m'a coûté, c'était la bande 6 et elle m'a coûté 50 € sur Amazon. Après, il y en a pour moins cher qui sont tout aussi bien, donc voilà. Vous avez pas mal de choses pour vous monitorer. Section numéro 2, que faire pour déjouer les attaques de panique ? Il n'y a pas d'interrupteur on-off, donc c'est pas possible de contrôler l'arrivée des pensées souffrantes ou des états d'âme. Or, il a été démontré que ce à quoi l'on résiste persiste. Mais ce sont des moments passagers, ils ne vont pas durer. Faut laisser faire en fait, faut laisser de la place à ces sensations physiques. Et souvenez-vous, plus le corps se contracte, plus il y a des tensions qui sont créées et plus les sensations risquent d'augmenter. Faut prendre conscience de ce qui se passe dans votre corps. Faut vous questionner, suis-je en train de résister à mes sensations dans l'espoir de les contrôler ou de les éliminer ? Laissez vos sensations vous traverser comme des vagues qui montent et qui redescendent. Sachant qu'elles ne sont pas dangereuses et que résister risque de les faire augmenter, adoptez plutôt la posture de l'algue qui se laisse bercer par la vague. Ou comme le roseau, tu ploies mais tu ne casses pas. Ou le bambou, mais le bambou, bon, il bouge moins que le roseau. Ça c'est sûr. C'est une de mes copines qui m'a dit ça... Elle m'a dit, bah non, Hortense, t'es pas un bambou, t'es un roseau, parce que le roseau, il bouge plus que le bambou. Le bambou, il va pas se laisser porter par le vent autant qu'un roseau. Oui, c'est sûr. Parlez-vous de manière plus réaliste. Il est plus judicieux de vous en tenir aux faits, d'interpréter de manière réaliste vos sensations physiques. Après, ne vous laissez pas porter non plus par le positivisme toxique. Y a rien, ça va aller, c'est du stress. Moi, il y a des proches et des médecins qui m'ont sorti ça. Ouais, c'est juste le stress, ça va aller. Ouais, enfin, juste le stress, à un moment donné, va te faire foutre, ça m'aide pas du tout, c'est encore pire. Donc du coup, vous-même, trouvez les mots qui vous ressemblent et qui vous paraissent aidants. Mais pour ça, faut vous laisser un peu de temps. Et si vous avez besoin de vous éloigner des personnes avec ce positivisme toxique, voilà, laissez tomber ces gens-là le temps d'eux, en fait. Au lieu de vous dire, y a rien, tout va bien aller, dites-vous plutôt, c'est difficile ce que je vis, c'est inconfortable, mais ce n'est pas dangereux. Voilà. Et prenez du recul par rapport à vos pensées. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord. Ces sensations-là, ces pensées anxieuses, ces sensations physiques et mentales anxieuses nous accompagnent, mais c'est nous qui décidons du trajet à prendre et non l'inverse. Enfin là, c'est surtout pour les pensées. Parce que en fait, si tu arrives à bloquer tes pensées avant qu'elles ne deviennent trop omniprésentes, du coup, tu vas contrôler un minimum tes sensations physiques. Donc, tout part de nos pensées. Et ces pensées qui nous accompagnent, elles seront toujours là, parce que on est humain, à un moment donné on pense. Si on pense pas et qu'on n'a pas d'émotion, ça s'appelle un robot, tout simplement. Un ordinateur. Mais c'est nous qui décidons du trajet de ces pensées, et non les pensées qui vont nous gouverner en fait. Donc il faut cultiver la bienveillance, utiliser des mots doux, encourageants, réconfortants. Mais ne vous comparez pas aux autres. Le fait de se comparer, c'est un piège. Cultiver la bienveillance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire nommer son émotion, humaniser son émotion et ajuster son ton s'il le faut. Que dirais-je à un ami qui se trouve dans la même situation que moi ? Parce que c'est vrai qu'on est toujours hyper attentif vis-à-vis de nos amis, mais vis-à-vis de nous-mêmes, en général, c'est pas le cas. Le fait d'humaniser, le fait d'avoir des émotions, c'est humain. On est des milliards d'individus à avoir des émotions sur tous les continents de la planète. Après, ceux qui se refusent les émotions, effectivement, faites pas comme eux, clairement pas. Parce que le fait d'intérioriser, c'est extrêmement mauvais. Ça peut être encore plus dévastateur qu'une crise d'anxiété, selon moi. Donc que diriez-vous à un ami qui vit la même chose ? Voilà. Reste sur place, ne fuis pas la situation. Quand la panique s'empare de nous, notre premier réflexe est de fuir le danger. Mais les humains sont programmés pour ça, et c'est notre système d'alerte, notre système d'alarme, notre alarme incendie, le stress. On a envie de fuir, c'est de la survie. Mais il n'y a pas de raison de fuir parce qu'il n'y a pas de réel danger. Mais c'est tellement souffrant une attaque de panique. Mais
Alors ça, j'avoue que c'est un conseil qui est donné dans le bouquin qui est pas mal, c'est le test de la réalité. Quand par exemple vous aviez peur quand vous étiez petit du monstre sous votre lit, bah le jour où vous êtes allé vérifier sous votre lit s'il y avait un monstre, il n'y en avait pas, bon bah voilà. Et bah affronter ces peurs c'est ça, ça implique d'accepter de cohabiter avec de l'inconfort sur le coup, mais ça va limiter l'emprise de tes peurs. En fait, ça paraît bête, hein, et ça paraît surtout un peu l'inverse de ce qu'il faudrait faire dans les faits, mais en fait non. Le fait de combattre ces peurs, c'est de les accepter. C'est d'accepter vos peurs en fait. Mais le fait d'apprivoiser les peurs, c'est toujours compliqué parce qu'on a été conditionné en fait. On a été conditionné à agir comme ça. On n'a pas été conditionné à déprogrammer nos peurs. On n'a pas été programmé à ça. On n'a pas... En fait, le souci c'est que dans la société, on a été conditionné à ne pas nous exprimer, à ne pas dire quand ça va pas, parce que quand ça va pas, c'est toujours toi qui as tort. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Là, c'est pas le bouquin qui le dit. Hein. Après, il y a un conditionnement médical, parce que de toute façon, notre corps est fait pour ça, etc. Après, c'est vrai que dans la société, malheureusement, c'est mal vu de s'exprimer, c'est mal vu d'être à l'aise avec ses émotions. Alors que moi, je suis très à l'aise avec mes émotions, il n'y a aucun problème. Mais ça gêne les gens. Et ben, vous savez quoi ? Continuez de les gêner. Alors après, il y a un autre conseil qui est donné, c'est s'exposer de manière graduée à nos peurs. Donc, il y a la zone de confort dans laquelle tu ne fais pas face à tes peurs. Il y a la zone submergée dans laquelle tu es face à tes peurs H24 et là, bah, tu te sens submergé. Et puis, il y a la zone de défi. Donc, tu peux choisir la zone qui te convient si tu as envie d'être submergé ou alors d'être dans ta zone de confort ou alors d'être dans une zone de défi. Donc, s'exposer de manière répétée. Bon, pour que ce soit plus évident comme exemple, je vais vous parler de ma problématique à moi, donc de manière répétée et de manière prolongée. Comment j'ai fait ? Eh bien, tout simplement, j'ai dû aller poster un colis et je sortais de mes crises d'anxiété. Je devais aller poster un colis. Bah, c'était Kéléana tome 5 et 6 que je devais renvoyer chez Amazon. Eh ben, je me suis dit, ok, tu sais quoi, je prends mon sac, j'y vais, je m'en fous, je réfléchis pas. Dans un premier temps, je suis allée chercher des cartons pour poster un colis. C'est 10 minutes à pied. Je me suis dit, je fais l'aller-retour. Je reste pas dans le magasin 3 plombes, je rentre, je prends mon carton, je repars. Ça, c'est s'exposer à sa peur de manière répétée et prolongée. Parce que, bah, tu te dis, ok, là j'ai passé 5 minutes. Le jour où je suis allée poster mes cartons, je me suis dit, je vais marcher lentement. Donc au lieu de mettre 5 minutes pour aller au bureau de tabac, rester 10 minutes sur place et repartir en 5 minutes, je vais prendre mon temps. Bon, au final, j'ai mis 20 minutes à tout faire. Mais c'était le fait de m'exposer à ma peur de manière répétée et prolongée parce que petit à petit, c'était de plus en plus long mes trajets. Parce qu'au final, j'ai été capable d'aller au tai chi et de faire 15 minutes à pied pour y aller. Voilà, manière répétée, manière prolongée. Quand on vous dit de vous exposer à votre peur de manière répétée et prolongée, c'est que dans un premier temps, tu vas faire ça 5 minutes, et puis 3 jours après, tu vas faire ça 10 minutes, et puis une semaine après, tu vas faire ça 15 minutes, etc., etc., etc. Et petit à petit, tu vas te rendre compte que, voilà, le temps va faire que. Et les deux psys ont dessiné une courbe qui illustre l'effet du temps sur le niveau de la peur. Donc ta peur, elle va être au maximum assez vite. Donc tu as envie de fuir. Mais plus le temps passe, plus la peur, elle va diminuer. Parce que va y avoir un moment où tu vas prendre confiance. Et c'est ça, le fait de s'exposer. Alors, les avantages et les inconvénients de toutes les options d'exposition. Je ressens du soulagement car je n'affronte pas mes peurs. Donc j'évite, je continue d'éviter. Donc j'ai peur de sortir parce que j'ai peur de me trouver mal. Donc je continue d'éviter, donc je suis soulagée parce que j'affronte pas ma peur de sortir de chez moi. Mais je ressens de l'anxiété et des sensations physiques désagréables quand j'ose m'exposer. Enfin c'est pas mais, c'est parce que c'est et je ressens de l'anxiété ou parce que. Enfin après, dites ça comme vous voulez. Ça dépend de vous comment vous parlez français et tout, parce que bon, ça dépend des formulations de tout un chacun, mais oser s'exposer, ça va t'amener des sensations physiques désagréables et de l'anxiété. Donc du coup, t'évites. Voilà. Mais ça, c'est à court terme, parce que sur le long terme, bah au final, tu continues d'avoir peur. Tu appréhendes certaines situations et t'es même déçu de plus pouvoir aller t'acheter un bouquin chez Leclerc parce que t'as peur de sortir de chez toi.
et oser s'exposer sur le long terme, bah vous allez voir que vous allez avoir moins peur de vos sensations physiques et vous allez moins vous limiter dans vos activités. Moi, c'est ce que j'ai vécu effectivement en m'exposant petit à petit. Voilà. Bon, après, elle donne des tas d'exercices et tout. Le fait de s'exposer aux situations ou aux endroits qui vous font peur. Voilà, moi, c'est ce que j'ai vécu aussi. Bon, après, le fait de vous exposer de manière répétée, prolongée, etc., sur le long terme, ça va avoir un très bon effet. Et sur le court terme, le fait d'éviter de s'exposer par peur de tout un tas de choses, par la peur d'avoir peur, bah ça va vous enliser dans votre merde en fait. Mais je l'ai vécu moi-même en fait, donc je peux vous dire qu'effectivement ça marche, mais à votre rythme en fait. N'écoutez pas les gens qui vous disent « Allez viens, on va faire du shopping pendant 1 heure ». Non, parce que si vous pouvez pas, vous pouvez pas. C'est graduellement, c'est petit à petit. Voilà, faites les choses à votre rythme en fait, écoutez-vous. C'est votre corps, votre mental, c'est votre vie. Donc c'est à vous de voir comment vous vous débrouillez avec ça. Donc faites les choses à votre rythme en fait, il n'y a aucun problème. Moi je suis sortie 5 minutes, mais je me suis rendu compte qu'au final, en 1 semaine, je suis sortie 3 fois de chez moi. Pour aller chercher le carton, pour aller au tai chi et pour poster le carton. Énorme, 3 fois en 3 jours. Trop bien. Enfin 3 fois en 3 jours. 1 fois par jour pendant 3 jours. Donc les endroits qui peuvent vous faire peur, c'est les moyens de transport, les endroits restreints, les grands espaces découverts, donc les grands magasins par exemple, les files d'attente, la foule, vous retrouvez seul, enfin ça, toutes ces situations-là ont déjà été citées auparavant. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est classer les situations problématiques pour vous en 3 catégories. Quelles sont les situations qui sont faciles ? Quelles sont les situations qui sont modérées ? C'est ni facile ni difficile, c'est entre les deux. Et quelles sont les situations difficiles ? Voilà. Après, il est clairement dit que le téléphone ne nous aide pas à vraiment passer du temps de qualité pour nous distraire. Mais bon. Après, malgré ces expositions répétées, le passage du temps et l'effet temporaire des distractions, la peur ne diminue pas complètement. Et ça, c'est sur les écrans. Ça, c'est un exemple sur les écrans. Mais je suis pas forcément d'accord parce que les écrans, la plupart du temps, je les utilise pour regarder des vidéos qui me font plaisir, qui me font du bien, pour regarder des séries. Je suis à fond dans Pretty Little Liars en ce moment. Pour jouer à des jeux vidéo, ça me fait du bien. Pour regarder de l'ASMR, des vidéos relaxation, des vidéos méditation. Donc au final, pour moi, les distractions, malgré les expositions répétées, le passage du temps et l'effet temporaire des distractions, la peur ne diminue pas complètement. Bah ouais, mais pour moi si en fait, parce que ça va m'aider. Ce sont des techniques qui m'aident à combattre cette peur en fait. Après, elles disent que plus vous vous exposerez à des situations qui vous mettent mal à l'aise, plus votre confiance augmentera. Vous pourrez alors affronter les situations les plus difficiles et anxiogènes pour vous. Commencez par les plus faciles, ensuite les modérés, ensuite les difficiles. Petit à petit, mais surtout prenez votre temps, c'est le plus important. Faire parler ses valeurs. Le fait de s'ancrer dans ses valeurs vous aidera à trouver la motivation à vous exposer. Quelles sont les valeurs importantes pour vous ? Donc là, il y a une liste de valeurs. Il faut cocher les valeurs qui vous ressemblent. Le fait d'être authentique, respectueux des règles, garder l'esprit ouvert, éviter le jugement, se montrer digne de confiance, faire preuve de loyauté, contribuer à la société, prôner la curiosité, la découverte, etc. Avoir du plaisir, machin. Ok. Toutes ces valeurs-là vont nous permettre de nous motiver à faire face à ça. Parce que toutes ces valeurs-là, en fait, elles sont mise à l'épreuve, entre guillemets, dans toutes les situations de votre vie. Bah ouais, parce que tu vois, tu peux avoir peur de prendre l'avion. Moi, j'ai la trouille de prendre l'avion. Mais il y a des gens qui adorent voyager. Donc le fait de faire face à cette peur de prendre l'avion, bah au final, tes valeurs, tu pourras être en alignement total avec elles, parce que tes valeurs, c'est le voyage, c'est la découverte, le jeu en vaut la chandelle. Ce sont des valeurs de vie, en fait, ça. Maintenant, si vous hésitez parfois à affronter certaines situations, posez-vous les questions suivantes pour donner un petit coup de pouce à votre motivation. Cet exercice a-t-il du sens pour moi ? Encore une fois, on parle de valeurs. Me permet-il d'honorer une valeur importante à mes yeux ? Ai-je l'impression de bafouer l'une de mes valeurs si je ne m'expose pas à cette situation ? Que ferais-je si j'avais moins peur ? La personne que j'aspire à devenir s'exposerait-elle à cette situation ? C'est valeur, motivation, se mettre vraiment face à ses peurs en fait. Bon bref, je sais pas si c'est très français ce que je dis, mais je pense que vous comprenez. Section numéro 3, comment maintenir mes acquis. Donc gérer mon stress au quotidien, là j'ai pas surligné beaucoup. Faisons le point sur vos habitudes de vie. Habitudes de sommeil, dors-tu suffisamment ?
Maintiens-tu un horaire régulier de lever et de coucher? Passes-tu beaucoup de temps sur les écrans avant d'aller dormir? Habitudes alimentaires. Prends-tu 3 repas par jour? As-tu tendance à sauter des repas? As-tu une alimentation équilibrée? Prends-tu tes repas à table avec ta famille ou tes amis la majeure partie du temps? Bois-tu au moins quelques verres d'eau dans la journée? Faut boire 2 litres. Habitudes de consommation. Consommes-tu régulièrement du café, du thé ou des boissons énergisantes? Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu vapotes? Est-ce que tu bois de l'alcool? Voilà. Qu'est-ce que tu fais pour tenter de gérer ton stress dans ces activités-là? Activité physique. Aimes-tu bouger, faire du sport, activité physique en général? Fais-tu de l'exercice physique environ 30 minutes par jour? Et ce, à plusieurs reprises durant la semaine? Bon, moi, pas vraiment. T'adonnes-tu à des activités en plein air avec ta famille ou tes amis? Activité sociale et détente. Vois-tu régulièrement tes amis ou au contraire as-tu tendance à t'isoler? Mais moi, c'est mon caractère, donc je vois pas le problème. Prends-tu le temps de faire des pauses d'études? Des pauses de manière générale pour sortir, voir des amis, peu importe les activités que tu fais. As-tu recours à des activités pour te détendre? Et passes-tu du temps en nature? Voilà. Tout ça, ça va créer une habitude équilibrée, flexible, motivée, saine. Voilà, tout ça quoi. En fait, les habitudes, ça va aider à gérer l'anxiété. Le fait de bien dormir, le fait de bien manger, le fait de bouger. Trouve ce qui... Bon, là, typiquement une expression québécoise. Trouve ce qui t'allume et te ressemble. Trouve les choses qui te font du bien. Mais qu'est-ce que tu fais si le fait de bouger te fait paniquer? C'est ce que je vous ai dit et c'est ce que j'ai fait moi-même. Y aller graduellement. Un petit pas à la fois. Tu peux commencer par des activités physiques plus douces et augmenter graduellement l'intensité. Il faut activer son mode relax en fait. Prends ton temps. Il n'y a pas de souci. Relaxez-vous tout en faisant des activités physiques. Marcher dans la nature, ça peut être très bien, surtout si vous faites ça en pleine conscience. Il y a des méditations de pleine conscience que j'ai fait. La pleine conscience, c'est quoi? Faire une action quotidienne, mais plus lentement. Prenez le temps de manger, par exemple. Prenez une douche ou un bain chaud en prêtant une attention particulière à la sensation de l'eau sur votre peau, aux odeurs. Allongez-vous sur une chaise longue en écoutant, ou dans l'herbe ou sur votre lit, peu importe, en écoutant les sons environnants. Quand vous êtes dehors, regardez le paysage et ne regardez que ça. Ne pensez qu'au paysage qui vous entoure. Sentez les rayons chauds du soleil ou sentez le froid que vous aimez bien. C'est ça, pleine conscience, c'est être dans l'instant présent. Et c'est ce que Isabelle Serre dit dans son bouquin, le guide du Lightworker que je suis en train de lire. Marchez quelques minutes pieds nus sur un plancher, sur le gazon, sur le sable. Moi, le sable, je déteste ça. Un pas à la fois, lentement. Prêtez attention à vos sensations physiques. Voilà. Après, la visualisation, c'est de la pleine conscience. Cultiver des moments de relaxation et de repos va vous aider à empêcher l'accumulation de stress et de tension. La visualisation, c'est d'imaginer des endroits dans lesquels vous vous sentiriez bien. Voilà. Après, bien évidemment, il y a des variations dans l'efficacité de ces stratégies. Il y en a qui peuvent marcher pour vous, comme il y en a qui peuvent ne pas du tout marcher. Mais déjà, si vous faites ce premier pas envers vous-même, vous pouvez vous féliciter d'avoir pris le temps de prendre soin de vous. Voilà. Le fait d'aller dans la nature, c'est très bien aussi parce qu'il y a l'odeur, et puis surtout, ça va libérer des hormones de bonheur qui sont la dopamine et la sérotonine. Très important. Et les écrans dans tout ça, les écrans, c'est sûr que c'est très malsain, mais en même temps, moi, je les utilise la plupart du temps pour me faire du bien au moral. Après, c'est vrai qu'il faudrait diminuer les écrans. Mais diminuer les écrans, c'est surtout du point de vue réseaux sociaux, en fait. Les réseaux sociaux, genre TikTok, Instagram, ouais, c'est sûr, vous pouvez passer moins de temps, je pense que ça vous fera du bien, clairement. Voilà. La pratique, le fait d'être dans la nature, c'est une pratique de médecine préventive au Japon depuis les années 80. C'est trop bien. Parce que la sérotonine, comme je vous ai dit, l'odeur, enfin bon, il y a plein de... De toute façon, la nature, moi je préfère la forêt que la plage, parce que la plage, ça me saoule, il y a du sable, il fait beau, il y a de l'eau, j'aime pas ça, voilà. On est tous d'accord pour prendre soin des autres, pour se montrer tolérants et ouverts d'esprit, mais est-on capable d'autocompassion envers nous-mêmes? Voilà. Parce que se parler avec compassion et douceur, c'est pas égoïste, c'est pas de la paresse. C'est pas s'apitoyer, c'est pas se victimiser, c'est s'offrir une meilleure santé mentale, l'autocompassion. L'autocompassion, elle est là pour nous soutenir et nous offrir un refuge le temps que l'orage passe. Elle nous offre un même élan affectueux que celui qu'on offrirait à quelqu'un d'autre dans un moment douloureux. C'est toujours plus facile d'aider les autres que de s'aider soi. Se parler gentiment affecte directement la chimie du cerveau. Ralentir, prendre conscience de nos pensées, le ton que nous employons dans notre discours intérieur.
Mais il faut aussi faire preuve de yin et yang. Et c'est ce qui est dit là, c'est très très bien. Le yin, c'est j'apprends à me parler avec douceur. Le yang, j'apprends à poser mes limites. Le fait de savoir mettre des limites fermes, oser dire non, c'est de l'autocompassion. Et non en fonction de ce que l'on devrait faire. Par exemple, si on vous dit est-ce que tu as envie d'aller à la plage avec nous et de te dorer la pilule et de faire la crêpe et toutes les demi-heures tu as un timer et tu te retournes. Tu te dis pour paraître une fille cool, ouais, c'est ce que je devrais faire. Non, c'est pas de l'autocompassion. N'agis pas en fonction de ce que tu devrais faire. Agis en fonction de ce qui a du sens pour toi. Il n'y a rien d'égoïste et de paresseux à dire non, c'est même responsable. Mais souvent, pour les personnes comme moi qui sont empathiques et sensibles aux autres et d'une grande gentillesse, on a peur de décevoir, on a peur de créer un conflit, on a peur de créer un malaise, on a crainte de passer pour une personne nulle. Donc ça, c'est vrai que c'est un grand problème. Mais c'est de l'autocompassion de savoir poser ses limites. Maintenant, il y a un petit guide pour mieux communiquer. Je peux contrôler mon message verbal, ce que je dis. Je peux contrôler ce que je communique avec mon corps, donc le non-verbal. Je peux vérifier si l'autre a bien compris mon message. Je décide à qui je transmets ce message. Et je décide le moment et la manière de transmettre ce message. Ça, vous pouvez le contrôler, il n'y a pas de souci. Par contre, vous n'êtes absolument pas responsable des pensées de l'autre personne, de ce que cette personne va se dire, de sa réaction, de ses comportements, de la qualité de son écoute. Vous n'êtes pas responsable. Parlez avec le je. Ça, c'est ma psy qui me l'a appris. Parlez avec le je. Et si les personnes réagissent mal alors que vous parlez avec le je, c'est pas grave. On s'en fout. Ouais, j'ai essayé de faire mais j'ai un peu raté. On est responsable de ce que l'on dit, mais on est aussi responsable de ce que l'on ne dit pas, du non-verbal. Donc essayez, faites ce que je vous ai dit juste avant, ce que je vous ai dit, ce que les 2 psychologues vous disent. Le fait de dire non, ça crée un inconfort, une boule de nervosité dans notre ventre, on se sent coupable, on a l'impression d'avoir été strict, on a l'impression d'avoir été rigide et chiant, quoi. Mais c'est pas parce que vous vous sentez coupable que vous êtes coupable. Donc utilisez le je. Mettez votre besoin en contexte. Centrez-vous sur votre propre ressenti émotionnel. Donc c'est je. Dites-le je. Exprimez votre besoin et proposez une solution. Voilà. Un problème, c'est une situation compliquée pour laquelle il n'y a pas forcément de solution facile. Donc si vous avez l'impression que le fait de dire non, ça crée un problème, écoutez, au moins vous avez été responsable de votre parole, mais pas de la façon dont les autres vont réagir en face, quoi. Donc tout ça, ça permet de cultiver une attitude constructive. Avoir un problème, donc là on sort de la communication avec les autres, avoir un problème, c'est accepter de vivre temporairement avec des points d'interrogation. Voilà. Prenez un court instant pour réfléchir aux questions suivantes. Quand tu as un problème, quelle est habituellement ta première réaction ? Quelle émotion t'envahit en premier ? Qu'as-tu tendance à te dire ? Penses-tu facilement en mode panique ? Ressens-tu l'urgence de régler très rapidement le problème, de peur qu'une catastrophe ne survienne ? Te fies-tu plutôt à tes proches pour le régler à ta place ? As-tu tendance à te dire que tu n'y arriveras pas ? As-tu tendance à repousser le problème ou à éviter de le régler ? Ressens-tu de la colère en te disant que c'est terriblement injuste ? Ça, ce sont des attitudes contre-productives. Mais c'est vrai que, en général, les personnes anxieuses, on a tendance à rouspéter contre la situation plutôt que d'essayer de la régler. Et là, on est complètement perdant. Mais c'est normal, c'est humain de faire ça. C'est complètement humain. Après, pour essayer de lutter contre l'anxiété, c'est oser faire des choix, même si on doute. Donc fais des choix, parce que tu vas forcément te dire, mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je vais réussir à trouver une solution ? Est-ce que mes efforts porteront leurs fruits ? Ose, avance, va de l'avant, accepte de ne pas savoir ce qui va se passer. On s'en fout en fait. Voilà. Tout ça c'est constructif, le fait d'aller de l'avant. Plus tu le feras, le fait d'aller de l'avant, mieux tu composeras avec les aléas et les imprévus de la vie. Maintenant, comment mes proches peuvent-ils m'aider ? Bon, il y a les pages à la fin du bouquin que je vous lirai pas parce que je les ai pas lues. Mais le fait d'avoir un soutien social, c'est très important. Demander du soutien, c'est faire preuve de courage et d'humilité. C'est pas une faiblesse en fait. Demander de l'aide, au contraire, c'est le fait de devenir plus fort quand on accepte de dévoiler sa vulnérabilité. Moi, j'ai tendance à demander de l'aide, mais aux personnes en qui j'ai vraiment confiance en fait. Les personnes que je sens bienveillantes. Mais ça, c'est mon intuition. J'ai un 6e sens.
Du coup, je sais quand je peux parler. Et parfois, je me dis, même si mon sixième sens, il me dit attention, je vais parler. Et c'est là que c'est un problème. Les gens bien, je me permets de rajouter ça, sont généralement attirés par l'authenticité. Une qualité qui nous rappelle que nous sommes tous humains, que nous traversons tous des moments plus sombres et que nous avons tous des défis à relever. Se confier aux autres permet de se rapprocher et de créer des liens plus profonds. Maintenant, si les personnes à qui vous vous confiez se sentent mal, ou au contraire sont gênées par l'authenticité, sont gênées par l'émotion, laissez tomber, ça vaut pas le coup. Vous méritez mieux, clairement. Après, le fait d'aider les autres à nous aider, c'est tout simplement expliquer aux autres, tu vois, moi, j'aimerais que... Voilà, t'as utilisé le jeu et t'as expliqué aux autres comment t'aider. Mais en général, on a simplement besoin d'une écoute bienveillante et chaleureuse. Et certaines personnes, alors que certaines personnes de notre entourage entrent trop souvent en mode solution. Alors que notre demande, elle est assez simple. Qu'on prenne le temps de nous écouter sans nous juger. On n'a pas besoin de solution, on a juste besoin d'écoute en fait. Mais viendra peut-être un moment où les personnes de notre entourage qui sont trop en mode solution et qui nous écoutent pas forcément et qui nous jugent un petit peu, viendra peut-être un moment où ce sera plus facile pour elles d'être réceptives à nous. Et à l'inverse, viendra peut-être un moment où nous, personnes anxieuses, serons plus réceptives aux suggestions et aux solutions de l'autre personne. Ça va dans les deux sens, mais chaque chose en son temps. Mais par contre, c'est vrai que oui, il faut souvent éduquer nos proches en fait. Il faut souvent dire, c'est la façon de m'aider, c'est ça. Mais peut-être que nous-mêmes, on n'a même pas la solution sur comment nous aider. On saurait même pas comment nous aider nous-mêmes. Sinon, on ferait pas d'anxiété si facilement, on est d'accord. Alors, quelle personne choisir pour nous aider ? C'est responsable et bienveillant de passer du temps à trouver la bonne personne qui va nous aider. Parce que c'est savoir s'entourer de manière judicieuse. Maintenant, pour nous aider à trouver les bonnes personnes, donc ça c'est responsable et bienveillant de notre part de trouver des bonnes personnes pour nous-mêmes, il faut se demander, est-ce que cette personne est empathique ? Est-ce qu'elle est bienveillante ? Est-ce qu'elle est authentique, ouverte d'esprit, à l'écoute, discrète, intègre ? Intègre, ça veut dire est-ce que cette personne est là pour les bonnes raisons, réellement pour nous en fait. Et le fait de faire ça, c'est responsable de notre part en fait. Et c'est une preuve d'autocompassion parce que c'est bienveillant envers nous-mêmes de s'entourer des bonnes personnes. Maintenant, si les personnes autour de vous ne comprennent pas ce que vous vivez, expliquez-leur ce qu'est une attaque de panique. Tout simplement. Après, c'est vrai qu'en général, dans ces situations-là, c'est là qu'on voit quelles sont les personnes qui sont vraiment là pour nous ou pas. Voilà. Les personnes qui sont là pour vous que dans les moments positifs, clairement, vous pouvez les effacer, il n'y aura aucun problème. Donc tout ça, tout ce qui a été dit dans ce livre, ça permet de démystifier et de dédramatiser nos sensations pour nous rassurer sur le fait que nous ne sommes pas en danger. Voilà. Après, il y a quelques questions à se poser par rapport au livre, ce que vous avez lu, etc. Après, les psys, elles disent de faire des aides-mémoires pour faire des rappels, des notes dans notre téléphone, afficher des images inspirantes, coller des post-it. À chaque fois qu'on fait une crise de panique ou qu'on n'est pas bien, pof, on regarde ça et ça nous rappelle que. Chaque fois que l'on vit des tourbillons, des merdes, clairement, on évolue, on apprend quelque chose de nouveau sur nous-mêmes. Bref, on ne revient jamais véritablement à la case départ. Le fait de vivre toutes ces étapes de merde, au final, on avance. Et c'est dans les périodes les plus pourries de notre vie que l'on avance réellement le plus. Voilà, donc c'était... je pense que je vais pas forcément appeler cet épisode avis lecture, je vais appeler surtout lecture consciente. Lecture consciente, c'est exactement ce qu'on vient de faire, enfin ce que je viens de faire. Tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, je n'ai fait que lire et réagir sur les... Réagir sur, ça se dit ? Je sais pas. Réagir aux phrases que j'ai surlignées, aux textes qui étaient en gras, aux encadrés. Je n'ai fait que lire et réagir à ce que j'ai noté déjà pour préparer cet épisode. Parce que cet épisode, j'ai mis quand même 3 jours à le préparer. Je me suis dit, qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui serait important de dire dans l'épisode, etc. Donc, lecture consciente. Je pense que cet épisode, vous le savez déjà parce que le nom de l'épisode est déjà sur YouTube, mais lecture consciente du livre Les attaques de panique. Lecture consciente, pour moi, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Donc voilà. J'espère que cette lecture consciente de ce livre vous a aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous faites de l'anxiété, comment ça se présente. Enfin, si vous avez besoin de parler,
J'essaye de faire en sorte un maximum que cette chaîne soit une safe place pour vous, qui me ressemblent ou qui se sentent touchés par ce que je dis, qui sont inspirés par mes épisodes ou juste qui kiffent les mêmes livres que moi. Donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Et je jure sur ma vie que le moindre commentaire négatif que je vois, je le supprime. Et la personne, je la dézingue. Vous inquiétez pas, je m'en occupe. Les personnes qui vous répondent mal, je supprime les commentaires. Et je les dézingue avant, vous inquiétez pas. Ou alors, si je vois ça sur Instagram ou que, vous inquiétez pas, je réagirai. Il n'y a aucun problème. Les personnes malveillantes qui vont vous juger pour vos attaques de panique, vos crises d'anxiété, etc., vous inquiétez pas, je gère. Au fur et à mesure de ma vie, je vous le rappelle, j'ai été harcelée pendant 12 ans de ma vie, non-stop, jour et nuit. Je peux vous dire que j'ai développé des réactions, des réparties, qui sont très cinglantes, mais qui m'aident énormément. Donc vous inquiétez pas. De toute façon, il y aura un retour de karma et ces personnes-là qui vous jugent ou qui vous critiquent ou qui se moquent de vous, vous inquiétez pas, la vie s'occupera d'eux et Dieu s'occupera d'eux pour les plus croyants d'entre vous. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un DM si vous voulez que ça reste privé, il n'y a vraiment aucun problème, ou un mail, parce que mon mail est accessible. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous n'êtes pas tout seul. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et à partager et à me suivre sur Instagram. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien!